Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau ici. Sur cette photo, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de ce qui vous attend dans cette vidéo. C'est notre cher Poutine qui s'accroche à la vie parce que son bébé, sa fiancée et son bijou, le pont de Kerch, a encore été touché. Nous en parlerons évidemment, mais avant, j'ai de nombreuses informations à vous présenter. Parce que c'était la deuxième attaque en quelques jours. C'est énorme à bien des égards. Je veux dire, on commence par détruire 34% de la flotte de bombardiers nucléaires de la Russie, puis il y a l'attaque contre le pont de Kerch. Cette série d'événements est absolument stupéfiante et tellement stupéfiante que l'Ukraine a accompli quelque chose que personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a réussi. Donald Trump a été réduit au silence pendant 2 jours, un événement sans précédent qui ne se reproduira plus. Donald Trump est resté silencieux et invisible publiquement pendant 2 jours, ce qui est remarquable. Cela signifie ce que cela signifie, vous savez. Vous avez tous entendu parler de cette opération toile d'araignée maintenant, de comment le service de sécurité d'Ukraine a détruit 34 capacités nucléaires de la Russie. 95. Eh bien, la grande chose à propos de ça, c'est qu'ils n'ont reçu aucune aide des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas partagé leurs renseignements. L'Ukraine a mené sa propre reconnaissance et son propre renseignement, puis a planifié et exécuté cette opération de manière autonome. C'est pourquoi il a fallu 18 mois de préparation pour réaliser cela. Ce fut un immense, immense succès. Mais c'est peut-être pour cela que Trump reste silencieux, parce que c'est un coup dur pour eux. Aussi, si l'Ukraine peut mener ce genre d'opération sans l'aide des États-Unis. Parce que cela montre encore une fois que Zelensky a plus de cartes en main que Trump d'une certaine manière, qu'on ne peut pas le bousculer parce qu'il peut mener ses propres opérations, si on veut le dire ainsi. Et avant que nous passions aux vraies images satellites et aux informations sérieuses, j'ai encore une photo à vous montrer. Voici la carte d'alerte aérienne après la grande attaque de juin, la première fois que la Russie a attaqué l'Ukraine à nouveau avec des missiles et des drones, et voici l'alerte aérienne. Mais comme vous pouvez le voir, à la frontière de Luhansk, il y a ces 5 camions sur la carte officielle d'alerte aérienne ukrainienne. Je veux dire, ce sont les Ukrainiens qui se moquent des Russes autant qu'ils le peuvent. Ces camions ici qui ont été détruits. Je veux dire, qui transportaient les drones, qui ont détruit les Tu-95. Vous savez, ceux qui n'ont pas été détruits transportent encore. Les missiles qui ont été tirés sur l'Ukraine ont provoqué la création de cette carte. Oh, c'est un énorme cercle, non? Alors, regardons le tableau des pertes russes. C'est du 2 juin au 3 juin. Et vous pouvez voir avion plus 41. Je veux dire, ça, je n'ai jamais vu ça auparavant. Je ne le reverrai jamais. Je trouve ça absolument magnifique. Ils ont perdu presque autant d'avions que de systèmes d'artillerie. Très bien, mes amis. Il est temps de devenir sérieux. Tout le monde parle de cette opération toile d'araignée. Tout le monde lance des estimations de prix. Le chiffre qu'on entend beaucoup, c'est 7 milliards de dollars de valeur d'avions russes détruits. Oui, on peut leur attribuer une valeur, mais en réalité, on ne peut pas. Le simple fait est qu'il n'y a aucun moyen de remplacer ces avions. Tu peux parler de 100 millions, de 250 millions, peu importe. Tu peux même parler de milliards. La Russie ne peut pas les remplacer pour 1 milliard de dollars de sitôt. Ils n'ont plus les capacités de production. Ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les ouvriers. Ils ne seront jamais remplacés, peu importe leur valeur. Même si la Russie y mettait 10 milliards, ils ne pourraient pas les remplacer. Ils devraient former la main-d'œuvre, importer les outils d'Allemagne ou de n'importe quel autre pays développé qui fabrique ces outils. Qui ont fabriqué ces avions, ils devraient acheter des puces occidentales, des composants occidentaux qui se trouvent à l'intérieur de ces avions. À l'époque où ils ont été fabriqués, les moteurs, rien dans cet avion n'est encore fabriqué aujourd'hui, donc ils ne peuvent plus être fabriqués à nouveau, mais ils peuvent être démontés. C'est ce que fait l'Ukraine. Wow, donc oui, tu peux balancer, tu peux utiliser l'expression 7 milliards. Mais en fait, tu ne peux pas leur donner de prix en parlant de ce à quoi tu ne peux pas donner de prix. A-50, l'avion de détection et de contrôle avancé, l'AWACS A-50. Les Russes n'en fabriquent plus actuellement, ils modernisent les anciens, mais ils en ont un nombre très limité.
et ils sont très performants et absolument nécessaires pour tirer des missiles sur les civils ukrainiens. Malheureusement, le problème, c'est que l'Ukraine risque aussi d'être détruite. Pourquoi? Je dis supposément parce que nous allons passer en revue une énorme quantité d'images satellites montrant des Tu-95 détruits. Mais il y a des images satellites concernant une cinquantaine de S. Elles sont un peu granuleuses et un peu floues, donc on ne peut pas en être sûr. Mais le fait est après l'attaque du côté ukrainien, des rumeurs ont circulé affirmant que certains, comme Michael Weiss, ont simplement visionné une vidéo montrant des drones first-person view ukrainiens frappant 2 à 50 Russes. Je ne peux pas encore partager la vidéo, mais cela confirme les rumeurs venant du service de sécurité d'Ukraine, selon lesquelles ils ont détruit 2 avions de détection et de contrôle de l'époque soviétique irremplaçables. La Russie n'en a que 6 en état de marche, et maintenant seulement 4. On dit que ces avions coûtent 250 millions. Quel que soit le prix que tu leur mets, le fait est que si tu les retires, ils ne seront plus jamais fabriqués, jamais. Alors, ce type et quelques autres gars ont révélé qu'ils ont vu une séquence vidéo qui n'a pas été partagée avec le public concernant des first-person view touchant d'eux. Un 50S net est précis, donc je te laisse le soin de confirmer celui-là. Nous pouvons confirmer quand le satellite a été détruit, mais pour l'autre, regarde par toi-même. Regarde par toi-même. D'après de nouvelles images satellites, base aérienne Ivanova-Severny. L'un, un 50, est confirmé détruit. Et le deuxième est touché. On ne sait pas s'il est irréparable. Le truc, c'est que ces 50S sont remplis de technologies anciennes qui fonctionnent toujours et restent très utilisables. En tant que système radar volant, ils sont modernisés et équipés de technologies russes modernes. Le problème, c'est que si des éclats de petites particules pénètrent dans ces systèmes radars, les puces, le câblage, c'est fini. On ne peut pas remplacer, on ne peut pas réparer, c'est fini s'il y a des petits trous d'éclat. Donc, c'est très difficile pour moi de comprendre comment un avion comme l'A-50 peut être endommagé, puisque si vous l'endommagez, vous le détruisez en quelque sorte. Parce que dans ce sens, à l'endroit où se trouve la Russie maintenant, ils ne peuvent pas réparer ces choses. Donc oui, je n'irai pas jusqu'à dire que 2 ont été détruits, mais un a été détruit, un a été endommagé, et ce sont les avions les plus rares et je dirais les plus chers que possède la Russie. Point final. Un certain individu très célèbre dirait « très bien ». Et pour le plaisir, regardons encore quelques photos satellites. Après tout, c'est vous qui décidez ce que vous voulez voir, n'est-ce pas? De quoi est-ce que je parle? D'accord, on s'est fait détruire. Tu-22M3, juste ici, on s'est fait détruire. Tu-22M3, d'accord. 3 Tu-22M3 détruits. Sur cette photo satellite précise, regardons la suivante. Nous avons des Tu-95 et les 4 sont tous détruits, confirmés. Ils n'ont pas été endommagés, mais ont complètement disparu. Ah, tu veux plus de confirmation visuelle? Bon, allons-y. Je vais d'abord te lire la liste, puis on va regarder ça parce que c'est vraiment impressionnant. Nous étions à la base aérienne d'Olenia. C'est une analyse de renseignements en source ouverte géniale que des gens comme moi et Alice réalisent en analysant des images publiques. Cependant, certaines parties des vidéos n'ont pas été rendues publiques par le service de sécurité d'Ukraine. Donc, il y en a certainement beaucoup plus de détruits que ceux-ci, mais ce sont ceux que nous pouvons voir et que vous pouvez voir. Base aérienne d'Olenia, 4 Tu-95, un Antonov, 22 bases aériennes de Bella, 3 Tu-95-4, 2 Tu-22M3, base aérienne d'Okraïnka. Vous voyez, nous n'avons reçu aucune image de cette base aérienne. Au total, 4 bases aériennes ont été attaquées, mais seules 2 vidéos nous sont parvenues. Pour les 2 autres, peut-être 50% de destruction. Nous n'avons pas de confirmation visuelle, contrairement au service de la police urbaine. DU-95 endommagés, base aérienne Ivanova, Ilyushin 76 et A-50, peut-être 2 d'entre eux, et base aérienne Jagilava, aucun dégât confirmé. Donc ces chiffres sont déjà énormes en soi, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus, et je ne vais pas tout passer en revue. Les liens sont en description. Amusez-vous dans le terrier du lapin, les amis. Voici simplement une très belle représentation visuelle de ce qui s'est passé avant et après. Regardez ça, Tu-95. 3 d'entre eux ont été réduits en miettes. Très bien.
Je suis disc jockey. Boum! 1 milliard envolé. Boum! C'est encore magnifique. Impossible de chiffrer cela désormais. Ceci était juste un petit résumé. Belle photo de confirmation visuelle, photo de compilation. Pour simplifier, jetez juste un coup d'œil à cette photo et tout ira bien. Mes amis, nous allons maintenant regarder de brèves vidéos d'1 minute. C'est une façon animée de nous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et les Ukrainiens, je veux dire qu'il y a beaucoup plus d'ingéniosité là-dedans que ce à quoi on pourrait s'attendre. Ce n'est pas à propos de la technologie, mais des effets psychologiques de ce type d'attaque. Nous allons en parler parce qu'on peut le voir partout en Russie maintenant. Je veux dire, chaque camion, chaque chauffeur de camion est un suspect. Peux-tu imaginer un pays aussi grand que la Russie? Quel genre de chaos logistique cela pourrait provoquer? Des ingénieurs ukrainiens développent un système innovant de lancement de tambours. Déguisés en simples cabanes en bois montées à l'arrière de camions de marchandises, ces conteneurs mobiles ressemblent à de simples trucs ruraux. Mais à l'intérieur, ils renforcent. Je peux juste imaginer Bora entrer et dire « Sympa, sympa, fabriquer des chariots roulants à l'intérieur comme roi du château. Ouais. » Des structures, des plateformes de lancement cachées, des stations de recharge de batteries et des mécanismes de toit télécommandés, la conception permettait de lancer des drones soit verticalement, soit en biais, selon leur type. Le blindage des signaux leur permettait d'éviter une détection précoce par les Russes. Une fois ces silos mobiles prêts, des agents du renseignement ukrainien, sûrement aidés par des sympathisants locaux, les ont déplacés loin en territoire russe. Nous connaissons l'identité des chauffeurs de camions, des sympathisants locaux et des fabricants impliqués. Les Russes les connaissent également. Nous passerons pour de vrais héros. Qui a fait ça? Les camions ont été discrètement menés vers des sites près de bases aériennes clés, garés dans des endroits comme des forêts, fermes ou zones industrielles, où ils se fondaient dans le décor. Ils sont restés inactifs pendant des jours, voire des semaines, avec des drones préparés, prêts à recevoir l'ordre d'attaquer. Le moment venu, des signaux d'activation cryptés étaient envoyés à distance. Les toits des conteneurs s'ouvraient et les drones décollaient, certains verticalement, d'autres utilisant des rampes ou des systèmes de lancement à air comprimé pour un départ silencieux. Les sites de lancement étant à seulement quelques kilomètres de leur cible, les drones ont pu les atteindre rapidement, ne laissant que peu de temps de réaction aux défenses russes. Les opérateurs guidaient les drones en temps réel vers les avions stationnés, les dépôts de carburant et les installations radar grâce à des flux vidéo en direct. Magnifique et génial. Nous allons maintenant aborder les effets psychologiques de cela. Ce sujet, trop vaste pour une seule vidéo, sera traité à la fin. Mais le fait est que vous utilisez un camion ordinaire avec un chauffeur qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Certains chauffeurs ignoraient le contenu de l'arrière des camions. Désormais, en Russie, chaque camion de livraison est un drone potentiel déguisé. Et il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de ces camions qui circulent en Russie, qui ressemblent exactement à ceux qui viennent de détruire 34% des transporteurs nucléaires russes. Les camions ont peut-être causé plus de crises cardiaques que la vodka. Et pour simplement illustrer, il y a un gros camion. Oh mon Dieu, cette fille panique à propos de ce camion. C'est probablement un camion normal qui transporte quotidiennement des marchandises vers ou hors de la ville. Ces camions doivent circuler pour nourrir les villes, maintenir la logistique et faire tourner le pays. Si vous frappez cela avec la peur psychologique que chaque camion transporte des drones, vous mobilisez la paranoïa et la peur des Russes contre leur propre système, contre leur propre armée. Cela encombrera les lignes de police et les points de contrôle de sécurité. C'est vraiment incroyable. Je ne peux pas suffisamment souligner à quel point c'est génial. Regardez ces fils de camions maintenant. Ceci n'est qu'une des milliers de fils de camions, des embouteillages de camions qui doivent maintenant être contrôlés. Et aucun d'entre eux n'a de drone, mais ils sont ralentis pendant des heures, des jours, peut-être certains pendant des semaines. Les entreprises ne peuvent plus fonctionner maintenant. Et il y a un niveau massif de peur dans la société russe et un énorme coup porté à l'image de l'invincibilité russe. Fait à nouveau par des camions et des drones, bon marché, c'est du génie à tellement de niveaux et c'est aussi économique parce que ces camions ont raison. L'Ukraine ne dépense presque rien pour cette opération, désormais prise en charge par les Russes.
La peur, une paranoïa massive qu'on ne peut acheter avec de l'argent. C'est de la pure manipulation psychologique. Mais qui est le vrai héros? Laissez-moi vous le présenter. Il est déjà en Ukraine. Ne vous inquiétez pas s'il est vivant et en bonne santé. Le citoyen russe, agent ukrainien Artem Timofeyev, 37 ans, soupçonné d'avoir organisé des frappes de drones sur des bases aériennes russes, est devenu citoyen russe il y a des années. Il a enregistré une entreprise individuelle en 2024 et a acheté 4 camions qui ont été utilisés lors des attaques du 1er juin que c'est suspect. Ses réseaux sociaux affichent des opinions fortement pro-ukrainiennes. Ancien disc jockey et partisan de l'Euromaïdan, Timofeyev vivait auparavant à Kiev, avant de déménager en Russie après le début de la guerre. Malgré des liens clairement pro-ukrainiens, il n'a fait l'objet d'aucun contrôle lors de l'obtention de la citoyenneté, de l'achat de camions ou de la location d'entrepôts. Nous sommes arrivés aux entrepôts, tu t'en souviens? Les camions étaient chargés de drones utilisés pour frapper des cibles comme la base aérienne de Bela. Il a engagé des chauffeurs de Tcheliabinsk, là où je me trouvais, et aurait fui la Russie avec sa femme juste avant les attaques. C'est lui le véritable héros ici. Et les entrepôts dont nous parlons aussi, et voici les agents du service fédéral de sécurité arrivant dans l'un des sites, pas celui de Tcheliabinsk, l'autre près de la frontière kazakhe. Le problème, c'est qu'ils n'ont même pas pu localiser cet entrepôt, même après les attaques. Il a fallu une analyse open source intelligence occidentale. Des gars comme moi faisaient des géolocalisations sur des photos en se basant sur quelques buissons et quelques lignes vérifiées et ensuite, ils sont arrivés à cet endroit après que cet endroit ait été géolocalisé par des analystes militaires occidentaux, après que le service de sécurité d'Ukraine ait publié des photos de l'intérieur et de l'extérieur de cet entrepôt. C'est un échec à tellement de niveaux que le service fédéral de sécurité doit attendre que le service de sécurité d'Ukraine publie des photos, puis que des analystes militaires occidentaux les géolocalisent. Le service fédéral de sécurité se rend alors sur les lieux. Et tu sais ce qu'ils trouvent? Personne, tout le monde est parti. Où est tout le monde? Au fait, ça devient encore plus grand. C'est vraiment une toile d'araignée parce que la toile devient, de plus en plus grande et emmêlée. La Russie a planifié l'opération Zeus Lightning, la plus grande attaque de missiles de croisière jamais réalisée sur toute l'Ukraine pour la nuit du 1er juin, afin de forcer la main de l'Ukraine à Istanbul le lendemain. Tu sais, ils ont cette conférence de paix ou peu importe. C'est une mascarade. C'est juste un spectacle pour Trump parce qu'il veut voir ça. Les Russes veulent gagner du temps. Mais les drones ukrainiens ont détruit bon nombre de ces mêmes bombardiers qui étaient déjà ravitaillés en carburant plusieurs heures avant leur décollage. Je veux dire, on parle ici de 2000 missiles de croisière. Ça aurait été absolument énorme, le plus grand de l'histoire de la Russie, le plus grand tir de missiles de croisière de l'histoire de n'importe quel pays. Donc, juste quelques heures avant que cela ne soit censé se produire, ces bombardiers ont été détruits au sol. C'est bien trop beau pour n'être qu'une coïncidence. Je pense que l'Ukraine savait et maintenant beaucoup de propagandistes pro-russes disent « Oh, vous avez provoqué l'ours, la Russie va riposter, vous voyez ?» L'Ukraine bombarde la Russie depuis des années maintenant avec des drones qui attaquent leur capacité de raffinage de pétrole, qui bombardent leurs avions. Maintenant, au sol, ils bombardent tout ce qu'ils peuvent, mènent des cyberattaques massives, tout. Il n'y a rien que la Russie puisse faire. La seule chose qu'ils peuvent faire est une attaque nucléaire, ce qui n'arrivera pas. Ils ne le feront pas, mais il n'y a rien vers quoi ils peuvent escalader. Ils bombardent déjà des civils à Kharkiv, à Kiev, à Sumy, à Zaporizhia, partout. Que peuvent-ils faire de plus? C'est déjà presque quotidien. Alors les gens disent, d'accord, maintenant vous allez voir, la Russie va retrousser ses manches. Eh bien, les troupes russes vont attaquer les positions ukrainiennes avec des motos et des ânes. Je veux dire, où vont-ils intensifier les choses sur le front? Comment pouvez-vous aller plus loin que bombarder des civils? Je veux dire, vous êtes déjà au sommet de l'escalade, il n'y a nulle part où. La Russie est totalement engagée, elle l'est depuis le début de la guerre. Il n'y aura pas de réponse significative à cela. J'adore vos dernières vidéos, les amis. Lundi était le sommet, et aujourd'hui aussi, et je vais vous dire, nous allons arriver au pont de Kerch. Oui, vous l'attendiez.
Moi aussi, mes amis. J'ai rêvé de ce moment, mais avant d'y arriver, je dois en nommer quelques-uns. Les membres mensuels de Buy Me a Coffee. Par quelques-uns, je veux dire seulement 2 car on n'en possède que 2 actuellement. Pour allonger cette liste, abonnez-vous à l'abonnement mensuel Buy Me a Coffee. Les liens sont dans la description ci-dessous. Hola John Björkom. Ok, tu dois être danois, norvégien ou un des pays nordiques parce que je peux vraiment prononcer ton nom. Merci à vous aussi les amis. Vous êtes des légendes qui font vivre cette chaîne. Très bien maintenant. Je ne plaisante pas. Quand je dis le pont du courage, ce n'est pas un appât à clic, ce n'est pas un mème. Bon, celui-ci est un mème que vous voyez à l'écran. Mais il s'est vraiment passé quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Boum sur la fondation du pont du courage. Nous passerons en revue toutes les images et analyses. Après cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Poutine dit « C'est le pire jour de ma vie. Le pire jour de ta vie jusqu'à présent », répond Zelensky. Oui, parce que Poutine a commencé la semaine en perdant un tiers de ses capacités nucléaires, de ses capacités de bombardier, et maintenant Zelensky arrive avec ça. Tu sais quoi? 2 camions, des sous-marins, tu sais, parce que la première brise a été touchée sous l'eau. Donc ça doit être un camion, non? Ça doit être un camion, évidemment. Bon, blague à part, mes amis, soyons sérieux maintenant. Le service de sécurité d'Ukraine ukrainienne a miné plusieurs piliers sous-marins du pont de Kerch pendant 4 mois et a fait exploser la première charge de 100 kilos à 4h44 du matin. Le pont essentiel pour l'occupation russe de la Crimée est désormais dans un état critique. Et tu veux te voir quelque chose? Tu veux te voir quelque chose? Eh bien, je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. Oh, c'est la plus grande exportation de liberté que j'ai vue en dehors de l'Ukraine. Une exportation de liberté sous-marine. Observons ça de nouveau, regarde. Il s'agit de systèmes de défense supplémentaires, des terrassements placés à l'intérieur de ces cercles. Il est très difficile de heurter ces piliers de pont avec les drones marins, car ils sont protégés par des barrières de défense, comme on peut le constater. Mais si tu les mines, ce que l'Ukraine a fait, tu peux les faire exploser. Maintenant, ça ne paraît peut-être pas énorme. Le pont ne s'est pas effondré, comme tu peux le voir sur la vidéo. Mais attends, vraiment attends, il y a quelque chose ici. Voyons d'abord ce que les habitants ont vu. Donc tu es un citoyen, tu fais ta vie en Crimée, tu sais, faisant partie de l'Empire occupant, et soudain tu vois ça. Le pont, ta bouée de sauvetage, ton cordon ombilical est en train de brûler à 4 endroits différents. Wow, c'est là que je commencerai à faire des blagues sur Borat. Bon, trêve de plaisanterie. Que s'est-il réellement passé? Nous avons ici une explication semi-physique de ce qui s'est passé et le pont ne s'est pas effondré. Mais le problème avec des ponts comme celui-là, c'est que si vous endommagez leur fondation et la fondation sous la fondation, les pieux qui vont profondément sous l'eau, il devient tout simplement tellement instable, tellement dangereux qu'ils ne peuvent plus l'utiliser. L'eau est incompressible. Les explosions génèrent des gaz chauds qui propagent l'énergie sous forme de boules de gaz en expansion dans l'eau jusqu'à ce que l'énergie libérée soit surpassée par la pression de l'eau. L'eau fait alors s'effondrer la bulle de gaz chaud et soulève le geyser de gaz échappé à la surface. La position de l'explosion est la MOD dans le geyser. Alors, de quel MOD parle-t-on? Eh bien, vous pouvez voir le MOD juste ici. L'explosion fait remonter beaucoup de MOD sombres, ce qui signifie que nous savons que c'est très proche de l'endroit où se trouve le MOD. Le fait que ce soit sur le fond marin ou sur la fondation montre que l'engin explosif était à côté du pilier et sur le fond marin. Mon hypothèse est qu'il s'agissait soit d'un véhicule robotique opérateur, soit d'un drone sous-marin qui a placé l'engin explosif, que ce soit par la Belgique ou par l'Ukraine. Vous voyez, quand c'est ça que les gens pensent, hein, que c'était un drone torpille sous-marin, en gros une torpille à longue portée que l'on peut guider en temps réel. Mais je pense que c'était une bombe installée là, avec un robot portant une charge explosive qui s'est approché de la colonne. Dans les 2 cas, l'engin explosif ukrainien était une charge creuse plate conçue pour pénétrer profondément dans la colonne en béton afin de la sectionner. Les barres d'acier de la structure du pont Courage et quelles barres d'armature? Je suis content que vous posiez la question. Voici la fondation avec les barres d'armature en béton et en métal qui descendent profondément sous terre. Celle-ci.
ces tubes, ou pieux ou piliers, n'est-ce pas? Si vous endommagez ceux-ci, tout l'ensemble devient instable. Pour réparer ça, ils doivent tout creuser et tout couler à nouveau. Donc, les endommager est la façon la plus radicale de détruire ce pont. Si vous endommagez cette colonne en béton au-dessus du sol ici, ils peuvent simplement en construire une autre, mais si vous l'endommagez sous terre, ils doivent complètement reconstruire tout le système de fondation. Le fait que la caméra tremble autant suggère que cette explosion est plus importante qu'elle n'en a l'air. L'analyse de la vidéo image par image révèle une physique fascinante. Avec beaucoup de boue projetée hors de l'eau, il y a de nombreuses éclaboussures provenant de petits morceaux, peut-être des débris de la brèche, et nous avons déjà vu la boue, nous voyons les débris. Bien sûr, nous ne voyons que la partie visible de l'explosion au-dessus de l'eau, ce qui n'est que la pointe de l'iceberg. Comme vous le diriez, la détonation en dessous a peut-être été bien plus massive. Donc, ce sont les piliers que l'Ukraine visait. La bombe visait à détruire ces piliers et nous pouvons voir ces mêmes piliers. Le pont de Kerch avait été construit avant sa destruction. Voici l'une des photos à quoi ressemblaient les piliers. Donc, ils sont vraiment massifs. Un seul de ces tubes fait 1,40 m de diamètre. Donc, il faudrait une quantité énorme d'explosifs pour les détruire. Mais le fait est que ce pont est tellement utilisé et il doit supporter tellement de poids parce que c'est un pont ferroviaire. De plus, si vous le rendez instable, le fissurez ou endommagez ses piliers, il devient trop dangereux à utiliser. Même si c'était possible, vous ne pouvez pas le vérifier. Allez-vous le tester en faisant passer un train dessus? Et voici une vidéo d'un drone sous-marin ukrainien ou d'une torpille drone, appelez-le comme vous voulez. Celui-ci peut être guidé comme un first-person view sous l'eau. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'après l'attentat contre le pont de Koursk, quelques instants plus tard, les Russes ont commencé à crier en ligne à propos des drones maritimes et sous-marins ukrainiens. C'est, vous savez, des discussions sur Telegram. Atteindre les barrières, essayer de percer les barrières, exploser sur les barrières pour que les suivants puissent passer. Donc, il y a eu une explosion puis une vague d'attaques de drones maritimes, certains étant apparemment sous-marins. Je vais également vous présenter maintenant quelques extraits des chaînes Telegram russes qui discutent des dégâts sur le pont et de ce qui peut être fait là-bas. Il y a eu une fissure massive qui est apparue sur tout le support. Donc, les tubes des piliers, comme vous pouviez les voir sur la photo, nous ne savons pas combien d'entre eux ont été détruits. Mais le pilier en béton massif qui soutient la structure du pont est fissuré de part en part. Ce qui est vraiment mauvais pour nous. Bien sûr, très agréable maintenant. Les Russes, dans cette vidéo, c'est un drone russe Lancer First Person View, un drone Lancer, qui détruit un drone maritime ukrainien qui faisait partie de la deuxième vague d'attaques contre les barrières protégeant le pont, vous savez, parce qu'il faut les briser avant de pouvoir atteindre le pont lui-même. Dans ce cas précis, ce drone ukrainien n'a pas atteint sa cible parce qu'un Lancer l'a détruit. J'ai vu une explosion ici aussi. Regarde ça, ça se connecte à l'intérieur. Oui, ils l'enlèvent. C'est à ça qu'ils doivent se résoudre. Et il y a un bruit, le drone perd sa propulsion, donc il est pratiquement hors service. Ici, nous avons une photo satellite qui analyse le changement entre, vous savez, le 1er juin et le 3 juin. Depuis l'espace, même depuis les satellites, on peut observer un changement très léger, mais vraiment minime. Nous ne pouvons rien confirmer simplement parce qu'il y a un changement. Voici la structure près du pilier de soutien. Le 1er juin, le 3 juin est parti, réduit en miettes, soufflé dans l'espace. Mais seul le temps nous dira si les Russes sont capables de le réparer très rapidement ou non. La vérité, c'est qu'il faut beaucoup de réparations avant qu'ils puissent l'utiliser à nouveau activement. Encore une fois, comme je l'ai dit à propos de l'impact psychologique de ces attaques, une panique massive règne de nouveau en Crimée. Maintenant, des rumeurs circulent concernant une invasion terrestre ukrainienne avec le pont de Kerch hors service. La route terrestre est la seule sortie ou entrée possible et elle est sous le contrôle du feu ukrainien à plusieurs endroits. Les Russes s'attendent à ce qu'aujourd'hui ou dans les jours à venir, il y ait des attaques massives partout en Crimée. Maintenant, mes amis, je suis ici pour vous dire que j'ai vraiment confiance en moi. Il n'y aura pas
d'invasion terrestre ukrainienne en Crimée dans un avenir proche. Aucune chance, mais bon, plus les Russes paniquent, mieux c'est. La peur est un tueur d'esprit. La drogue t'empêche de penser et d'analyser deux facultés primordiales. Donc, s'ils veulent avoir peur, tant mieux, mais il n'y aura pas d'invasion terrestre de la Crimée de sitôt. Voici des extraits de discussions provenant de télégrammes en russe. Ils sont extrêmement paniqués à propos de la deuxième vague d'attaques qui a eu lieu après l'explosion. Ils crient à ce sujet. Oui, c'est un beau spectacle. Et quelques heures après ce bombardement, l'Ukraine a lancé les missiles. Des missiles Neptune, des missiles antinavires convertis pour être utilisés contre des cibles terrestres. Eh bien, les missiles Neptune visent la péninsule de Crimée et plus précisément les infrastructures du port naval de Sébastopol. Ça, ils peuvent le faire. Ce serait une attaque massive contre la Crimée, mais certainement pas une invasion terrestre. Mais cette année, cela arrivera certainement. Et puis hier, l'Ukraine a lancé plus d'une centaine de drones pour survoler la Russie et attaquer différentes cibles partout en Russie. Nous avons de nombreuses vidéos. Même à 15 km au sud-ouest du Kremlin, on peut entendre les drones voler. Et cela vient après l'attaque contre les bombardiers nucléaires, puis le bombardement du pont de Kerch. Et maintenant, ça, je veux dire, l'Ukraine enchaîne les frappes encore et encore. Tu as déjà vu Mike Tyson avancer de façon implacable jusqu'à ce que, bam, l'adversaire tombe. Je sens que c'est l'un de ces enchaînements, juste frapper et rebondir l'un après l'autre. Les Russes paniquent, ils perdent leur sang-froid. Je veux dire, on n'a toujours pas entendu de réaction de Poutine lui-même à propos de cette attaque, d'abord contre les bombardiers, puis contre le pont de Kerch. Poutine est resté silencieux, un peu comme il l'a fait lors de la mutinerie de Wagner et la marche de Prigojine sur Moscou. Poutine est resté silencieux pendant près d'une semaine, sans faire aucune déclaration. C'est une situation similaire, croyez-moi. Des têtes vont tomber en Russie, des gens vont tomber par les fenêtres, des avions vont exploser. J'utilise cette vidéo pour enfoncer encore plus le clou parce que c'est le résumé parfait. C'est ce que j'aime le plus parce que les effets psychologiques, ils sont presque impossibles à acheter avec de l'argent. Organisez vos opérations de sorte que ces effets soient secondaires, tout en se produisant quand même, mais sans pouvoir leur attribuer de prix. Parce que si des millions de soldats sont affectés, par exemple, par une forme de peur, de pensée ou de paranoïa, comment pouvez-vous mettre un prix là-dessus? Comment évaluer les dommages réels subis par cette armée? Donc, l'Ukraine n'a pas caché les détails de la mission. Oui, tu as remarqué, après l'opération Toile d'araignée, ils ont publié presque tout en ligne immédiatement. Au contraire, ils les ont exposés au grand jour, utilisant la transparence comme une arme. Résultat, la paranoïa érigée en politique. Chaque camion de marchandises russe est désormais une menace potentielle. Chaque chauffeur est un suspect. Après l'opération, des embouteillages ont paralysé des endroits comme Irkoutsk, alors que les autorités russes s'efforçaient d'inspecter les cargaisons. Oh, c'est magnifique. Les unités de surveillance ont été redirigées, engorgeant les autoroutes et entravant la logistique militaire et civile. La confiance envers les entrepreneurs s'est dissipée. L'effondrement interne a débuté non par des explosions, mais par la suspicion. L'Ukraine a réutilisé la même stratégie aujourd'hui contre le pont de Crimée. Et je n'arrive pas à le décrire avec des mots à quel point c'est parfait. En une seule phrase, juste après la frappe, les services spéciaux ukrainiens ont publié une déclaration et je cite, « Le premier engin explosif a été activé ». Une phrase. Et maintenant, les ingénieurs russes fouillent chaque pilier dans la panique, se demandant ce qui pourrait encore être caché. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres explosifs, mais les Russes doivent détourner énormément de temps, d'énergie et de personnel qualifié pour chercher ces explosifs qui n'existent pas. La Russie traque un ennemi intérieur invisible. Des explosifs sur les piliers des camions de plongeurs qui transportent en réalité des drones. Ils poursuivent en une ombre. C'est une guerre symétrique à la mode ukrainienne. L'Ukraine n'a pas besoin d'égaler la Russie avion pour avion, elle doit seulement obliger la Russie à douter de l'intégrité de ses propres systèmes. Lorsqu'un État commence à douter de sa propre infrastructure, il commence à imploser de l'intérieur.
C'est magnifique. J'ai l'impression de m'endormir dans un beau conte de fées. Je m'endors simplement. C'est tellement beau, mec, merveilleux. J'adore les effets psychologiques de ces opérations. Parce qu'on peut mettre un prix sur un missile, on peut mettre un prix sur ce que ce missile détruit, mais on ne peut pas mettre de prix ici. 500 000 soldats russes sont paranoïaques. Ils ont peur de toi et cherchent des ombres. Un prix sur combien de temps sera perdu, combien d'énergie sera perdue et combien d'attention sera détournée des vrais problèmes. C'est absolument magnifique. Mais maintenant, mes amis, je vais vous présenter une vidéo réservée aux membres. J'en fais de temps en temps. Et celle-ci est dans le style de l'armée estonienne. Ces insignes feront pleurer les Russes, design, histoire et évaluation. J'ai presque toutes les unités estoniennes ici, ainsi que leurs insignes et leur histoire, et je les évalue, je les examine. Je parle de mon expérience personnelle lors de mon service passé au sein d'un bataillon d'infanterie. Cette vidéo est réservée aux membres de la chaîne. Pour la regarder, devenez membre. Ils reçoivent des vidéos supplémentaires chaque samedi en cliquant ici. Vous payez $1 et c'est fait. $1 par mois et vous êtes prêts. Rejoignez-moi, mes amis. Et comme d'habitude, jusqu'à ma prochaine vidéo et au revoir.